téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de l'émission Les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, nous recevons deux leaders politiques, leaders au féminin, au masculin également. On va commencer par notre leader connu au sein de la diaspora africaine, au sein de mouvement de pression panafricain. Bonjour Blandine Diafoutois. Bonjour Roger. Alors, depuis ça fait un bail qu'on s'est vu, on se retrouve aujourd'hui, vu les circonstances, vu l'actualité, comment ça va? Ça va très bien, vu l'actualité africaine, l'actualité congolaise. Les choses bougent énormément et nous sommes toujours aussi déterminés à ce que le changement s'opère au niveau de l'Afrique. Alors, vous êtes secrétaire général de RCK, donc résistant combattant congolais, congolais avec un K qui nous rappelle bien entendu l'histoire du Congo, Congo avec K, quand on parle Congo avec K, donc on regroupe forcément le deux Congo et l'Angola. Et le Centrafrique aussi d'ailleurs. Alors, monsieur le président du RCK, monsieur Martin Sali, bonjour. Bonjour, monsieur Roger Bongos. Comment ça va? Sur l'ensemble, ça va. Bon, il y a toujours des situations qui nous perturbent un peu au niveau de la République démocratique du Congo et surtout au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes sur le plateau pour essayer d'en débattre. D'en débattre, très bien. Nous allons approfondir ce sujet assez récurrent, le sujet de la démocratie en RDC, le sujet de la souveraineté de l'Afrique que vous mettez comme cheval de bataille. Vous êtes responsable chargé de stratégie politique de la souveraineté panafricaine. Je reviendrai sur Madame Diafoutois, qui nous parle de sa présidence. Dites-moi, comment vous êtes retrouvé, bien entendu, responsable politique chargé de la stratégie et la souveraineté? Oui, merci pour la question. Je peux dire, les collectifs et la souveraineté panafricaine, ça a commencé depuis 2010 à l'initiative du RCK avec les amis de la Côte d'Ivoire, le Gabon. On a fait ces mouvements pour dire au peuple de l'Afrique, aux amis de l'Afrique, nous devons nous battre pour la souveraineté de notre continent africain. Aujourd'hui, on a vu tous les problèmes qui se passent au niveau de tous les dictateurs qui veulent s'éterniser au pouvoir. On a vu les massacres énormes, le viol. Au niveau de l'économie, il n'y a pas l'alternance qui change actuellement en Afrique. On s'est dit pourquoi pas aujourd'hui, nous devons nous battre pour notre souveraineté. Et surtout, aujourd'hui, on a vu la majorité des pays africains, ils ont eu leur indépendance. Mais nous continuons à vivre sous les néocolonialismes. C'est pour ça on avait décidé, un groupe des Africains, on s'est dit, nous devons avoir l'union et la solidarité de ces Africains pour rendre l'Afrique et sa souveraineté. C'est pour ça que nous sommes en train de se battre économiquement, politiquement, au niveau surtout de la souveraineté politique, économique, militaire, monétaire, sociale et culturelle, de façon qu'aujourd'hui les Africains puissent vivre mieux en Afrique. Vivre mieux en Afrique. Alors, vous êtes la présidente de ce collectif. Le collectif La Souveraineté Panafricaine. La souveraineté. Alors, dernièrement, il y a eu une grande manifestation. Comment vous êtes organisé pour vous retrouver des milliers comme ça, avec plein de drapeaux? Moi, ça m'a fait chaud au cœur en voyant plein de drapeaux, les drapeaux panafricains, les drapeaux africains, autour de cette marche que vous avez organisée à Paris dernièrement. Écoutez, pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement, je pense que le chargé de politique, Martin Sali, vient de le dire, c'est parce que l'Afrique a besoin de sa souveraineté. Nous avons tous eu, en 1960 ou quelques années après, l'indépendance. Mais cette indépendance-là était à l'heure, puisqu'aujourd'hui, nous le voyons à la tête de chacun des pays africains. Nous avons des dictateurs qui n'en font qu'à leur tête, qui font souffrir une population qui en a déjà assez d'être meurtrie tous les jours. Donc, on a essayé de rassembler ces Africains en faisant cette grande marche pour montrer tout justement cette unification et cette volonté qui dégage de tous les Africains de voir enfin une Afrique libre. Et cette marche nous a demandé effectivement beaucoup de travail, puisque vous savez qu'au niveau de l'Afrique, l'abnégation aussi, parce qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes coupés en 3 territoires, si je peux dire ainsi. Le côté anglophone, le côté arabophone, le côté francophone. Donc nous avons toutes ces langues qui nous ont un peu divisés, mais quelque part nous a rapprochés aussi, puisque les Africains s'adaptent très bien au contexte auquel ils se trouvent. Et on a eu effectivement quelques
pour parler concernant la tenue de cette marche, mais pour la finalité, cette marche est bien passée. Alors, nos drapeaux étaient là, fleurissants, et montrant effectivement notre engouement à attraper, à arracher notre liberté. Alors vous êtes en train de dédire en fait Kwame Nkrumah qui ne regarde pas l'Afrique blanche, si on veut. L'Afrique blanche, si, c'est l'Afrique arabophone. Oui, c'est ça. Mais Kwame Nkrumah, il disait qu'il y a l'Afrique noire qui existe en fait en réalité. Mais disons qu'il y a eu cette séparation qui a été volontairement mise justement pour faire cette différence entre l'Afrique arabophone et l'Afrique noire. Mais l'Afrique est un seul continent, on ne peut pas la diviser plus que cela. Donc aussi bien le monde arabe que le monde africain noir, nous sommes tous des Africains et nous nous battons ensemble. Alors vous vous battez ensemble. Alors comment, j'ai vu la marche, j'ai vu un engouement autour de cette marche. J'essaie de m'apaisantir en fait sur cette marche pour montrer en fait le travail que vous avez abattu autour de cette organisation. Vous êtes organisé comment? Des coups de fil, voyant des gens, de faire de porte à porte, et avec la préfecture, les autorités françaises. Comment ça s'est passé avec les autorités françaises, ça a été très simple. Nous avons des associations qui sont légalisées au niveau de la préfecture. Sinon, ce qui a été la difficulté, c'était de faire du porte-à-porte en allant voir nos frères africains du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, de l'Angola, du Burkina Faso, tous nos frères même de Tunisie, du Maroc, aller essayer de voir chacune des problématiques qu'il y a dans ce pays-là et nous identifier dans cette problématique. Et la difficulté a été là parce qu'effectivement nous avons des cultures plus semblables mais quelquefois différentes, mais nous nous sommes adaptés et comme je dis, cette volonté de liberté, de souveraineté est plus forte que toutes les différences qu'il peut y avoir entre nous. Alors on a vu les différences, bien entendu on a vu les différences au niveau de drapeaux, mais quand on voit ces drapeaux, les leaders, vous parlez tout à l'heure des dictateurs qui veulent s'éterniser au pouvoir, ils ont la pétoche, pardonnez-moi l'expression, ils ont la trouille, si vous voulez. Ils ont peur. Ben oui, vous savez, là je réagis. Vous répondrez à cela, bien entendu. Hein? Oui, c'est par rapport à la mobilisation, vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que la marche, on a organisé aussi des conférences, des grandes conférences. Oui, voilà. Oui, ok. Et surtout pour la marche, on a essayé de mobiliser les maximums. On a fait des porte-à-porte, des conférences, on a distribué des flyers, des tracts un peu partout, dans le quartier, dans les banlieues, un peu partout. Et surtout, il y a même des personnes qui sont venues de l'extérieur de la France, qui sont venus nous rejoindre par rapport à ce qu'on avait. On a fait parce qu'ils ont compris que notre combat est un seul, parce que c'est la souveraineté du peuple africain. Aujourd'hui, nous suivons les pas de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Steve Biko et Martin Luther King. Et il y en a pas mal qui se sont... Malcolm X, Mandela. Et Mandela aussi. Même s'il est décrié, mais il ne faut pas oublier que ça fait comme 27 ans de prison pour la cause africaine. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de cet élément-là. Même si les gens veulent marcher sur son combat, mais il faut tenir compte de son emprisonnement. Allez-y. Oui, ben, ce sont de leaders charismatiques qui se sont battus. Parce qu'aujourd'hui, nous, peuple africain, on a vu pas mal d'injustices par rapport à la domination impériale. Parce qu'on s'est posé des questions. Regarde, aujourd'hui, nous avons les cas de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Il se retrouve en CPI. Et pourquoi nous marchons aussi pour ça? Il y a les camps de Kadhafi qui étaient assassinés. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders qui défendent une cause qui est juste. Ils cherchent l'alternance, ils cherchent le développement de l'Afrique. C'est à cause de ça, les impérialistes, ils cherchent à étouffer tout leader ou tout Africain qui essaye de s'élever pour le changement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes déterminés dans les collectifs la souveraineté pour se battre pour avoir notre souveraineté. Alors, souveraineté de l'Afrique, souveraineté de la RDC, souveraineté judiciaire. Le 21, il y a le procès de Jean-Pierre Mbemba, où il sera dehors, où il va continuer encore sa peine. Vous y serez ? Nous y serons certainement, tout à fait. Nous y serons, si pas moi-même, mais nous y serons puisque effectivement Jean-Pierre Mbemba a été arrêté de façon très arbitraire et le 21 mars, ce sera donc le procès des accusations, des chefs d'accusation qui seront énoncés par le procureur. Et effectivement, si ces chefs d'accusation sont avérés
il sera maintenu en prison pour sa défense. Mais si ces accusations ne sont pas avérées, il y aura une procédure pour le relaxer. Et nous serons là pour lui apporter son soutien. Nous étions d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, dernièrement, à l'occasion du procès de Laurent Gbagbo. Et nous avons effectivement interpellé aussi la population congolaise à venir soutenir aussi Jean-Pierre Bemba, qui a été un peu mis dans les oubliettes par la communauté. Par la communauté. Alors, la communauté, revenons sur la communauté. Aujourd'hui, la communauté est prise dans les taux de ce qui se passe autour de ces combats, corruption, copinage, un peu la traîtrise. Comment voyez-vous tout cela? Je commence par vous et puis vous terminerez là. Dans la communauté, vous savez, la mentalité congolaise, elle est un peu spécifique, si j'ose dire. C'est qu'on est très... Vous êtes poli, hein, là. Tout simplement parce que j'aime ma communauté. Et c'est pour ça que, au-delà de tout ce qui peut être divergent, au-delà de tout ce qui peut être même insultant, voire, je continue à me battre pour elle. Donc cette communauté qui est assez spécifique a des tendances très émotives. Et effectivement, nous avons une grande corruption qui se déroule au niveau de la RDC, qui est venue jusqu'ici au niveau de la diaspora. On a essayé de corrompre tous les leaders, et nous-mêmes particulièrement, pour justement faire taire ces mouvements de changement, d'alternance politique que nous demandons au niveau de la RDC. Et plus encore, puisque si nous n'oublions pas, au niveau de la RDC, nous sommes sous occupation et nous sommes dans un massacre qui est semblable, si ce n'est au-delà, au nazisme qu'il y a eu ici. Oui, c'est au-delà. Donc, qu'il y a eu ici en Europe. Donc, pour cela, nos revendications sont vaines, elles sont charitables et surtout, elles sont justifiées. Et cette corruption qui est mise en place par un système que nous appelons le système de la Kabylie, tout simplement pas en référence de la Kabylie en Algérie, bien sûr. La Kabylie sans Y. Voilà, sans Y. Bien entendu. Donc cette Kabylie qui consiste à mettre en place une asservitude au nom de la Tutsiland, au nom de certains multinationales qui veulent à jamais, si j'ose dire, se servir sur le territoire congolais et à la finalité, voir toute la population congolaise exterminée. Alors, quand vous êtes leader panafricain, vous êtes également leader d'un mouvement de pression RCK, le combattant congolais. Vous êtes souvent approché pour vous, bien entendu, vous soudoyer. Quand je dis approché, dans ce sens-là, bien sûr. Oui, le deux en même temps, vous voulez dire? Oui, même les deux en même temps. Expliquez-moi un peu. Est-ce que vous êtes approché? Est-ce que les gens vous ramènent des billets vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes toujours tentés. Mais sinon, les RCK est incorruptible. Parce que notre combat est tellement juste et noble, nous combattons tout un système qui se passe en République démocratique du Congo. Il n'y a pas, quand je parle du système, vous savez, je sais pas, j'essaie d'attaquer parce que tous les systèmes implantés par qui déjà il y a tant de multinationales, comme Blandine a dit tout à l'heure, ce sont là d'abord les causes de toutes les problématiques qui se passent en RDC. Et en plus, il y a aussi le pays voisin, il y a les Rwandais, il y a l'Ouganda. Aujourd'hui, il y a autant de massacres, il y a des viols. À cause de quoi? À cause des richesses minières qui se trouvent sur les sols congolais. Et aujourd'hui, le président qui est là, le soi-disant président Kabila, il est arrivé à la fin de son mandat, mais il essaye de forcer, oui, ok. Il essaye de persister. C'est tout un problème. Parce que là, on va développer, aujourd'hui, nous, les peuples congolais, nous, les garants du pays, les résistants combattants ou les activistes congolais, nous sommes là pour mettre la pression de façon qu'aujourd'hui, dans le jour futur, nous voulons effectivement qu'il y ait des élections libres et transparentes et démocratiques. Mais chose que les gouvernements de la Kabylie, actuellement, ils ne veulent pas des élections, ils veulent éterniser Kabila au pouvoir. Et nous, les peuples congolais, nous sommes le peuple souverain. Nous disons non au dialogue, non à la tricherie. Et puis, on demande juste une seule chose, le départ immédiat de Kabila, avec ce bande. Alors, le départ immédiat de Kabila, je rentre dans le vif du sujet, j'allais rentrer tout à l'heure, mais comme il m'a donné la barre au bon, je prends la balle au bon. Alors, le 19 décembre 2016, c'est la fin de mandat de Kabila, à minuit précisément. Donc, ce mandat s'arrête. Mais on peut penser par rapport à ce mandat, le juriste se bat par rapport à la Constitution quand on regarde l'article 70. Quelle lumière portez-vous par rapport à cet article? Sur l'article 70, c'est un article qui est très, très clair, hein, qui dit au premier alinéa qu'effectivement les élections doivent être faites et que le président en sortant
doit prendre ses fonctions une fois que le président entrant doit prendre ses fonctions, une fois que le président sortant lui laissera effectivement la place. Et ça, c'est dans l'alinéa 2. Cet alinéa 2 qui est très spécifique, puisque aujourd'hui, le vide juridique que l'opposition essaye de travailler pour mettre en place une illégitimité du pouvoir de Kabila est très mince. Dans quel sens? C'est-à-dire que dans cet alinéa 2, pour qu'il y ait un président entrant, il faut d'abord qu'il y ait élection. Or, nous voyons toutes les manipulations qu'il y a autour de ces élections en République démocratique du Congo, élections qui auraient dû, selon le calendrier de la CENI, débuter depuis octobre 2015 par des élections cantonales, des élections régionales, des élections communales, et ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, les seules élections qu'il reste pour l'instant sont les élections présidentielles. Et même là encore, le coup a l'air de peser au niveau du gouvernement. Donc nous ne sommes pas certains, et nous, au niveau du RCK, nous le disons depuis déjà 5 ans, qu'il n'y aura pas d'élection, car Kabila ne veut pas tout simplement les élections, puisqu'il veut se maintenir au pouvoir. Maintenant, au niveau de cet article 70, qui est un article pertinent, mais qui rebondit également sur l'article 73 et sur l'article 75, qui dit tout simplement que le président, en cas de décès, en cas de démission ou de toute autre cause relative au pays, n'est plus président de la République, mais conserve ses droits au niveau de l'article 78, au niveau de l'article 81, au niveau de l'article 82. Et ces articles 78, c'est l'article qui permet au président de nommer un Premier ministre ou encore de destituer ce Premier ministre, de nommer un chef d'état-major ou encore de destituer cet état-major. Donc même dans ce cas-là, Kabila garde un certain pouvoir. Et nous, au niveau du RCK, au niveau des combattants résistants, nous ne voulons lui laisser aucune issue. Et c'est pour cela que nous utilisons un seul article, et c'est l'article fondamental, l'article 64. L'article 64, alors parlons de l'article 64, vous êtes en fait le précurseur, si vous voulez, de cet article 64. Mais je vais arriver par rapport à cet article 64, je vais m'appesantir sur le glissement, parce qu'on a parlé de glissement, elle a esquissé en fait ce terme de glissement par rapport aux élections où on devait organiser les élections locales, les élections régionales. Je suis en train de regarder aussi ces élections où les gouverneurs devaient aussi être en place. Les élections, quand on voit ce qui se passe au niveau du Sénat, le Sénat est légitime depuis 2012. Donc on peut se dire pourquoi on se bat contre le glissement de Kabila, pourquoi on ne s'est pas battu contre avant, et là on a laissé la porte ouverte à ce qui se passe aujourd'hui. Ben oui, messieurs les journalistes, la Constitution est la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Maman Blandine l'a dit tout à l'heure, moi je crois, selon l'article 73 de la Constitution, parce qu'on a parlé de l'article 70, l'article 73 dit « Les scrutins pour l'élection présidentielle par la Commission nationale indépendante doivent se faire 90 jours avant la fin du mandat du président actuel. Et ça sera quand précisément le 1er septembre 2016. Donc, le 1er septembre 2016, Kabila, il sera obligé de se prononcer. Mais on sait bien, il ne le fera pas. Aujourd'hui, nous savons tous, il est en train de préparer les glissements. Il a cherché les dialogues. Les glissements a commencé déjà. Il a cherché les dialogues. Il ne prépare pas. Il est en train d'amorcer le deuxième glissement. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne comprends pas par rapport aux Congolais. Ils disent qu'il est en train d'aller vers le glissement. Non, le glissement est là. Déjà là. Et là, d'autant plus qu'au niveau des élections qu'on appelle le socle de la République, les élections locales, tout ça, etc. N'ont pas eu lieu. Non, alors, comment attaquez-vous à Kabila? Quand je dis attaquez-vous à Kabila, parce que lui, il savait ce qu'il faisait. En fait, il y avait une stratégie qu'ils avaient mise en place pour pouvoir dire tiens, je vais flouer les Congolais en commençant à laissant passer, si on veut, ces élections comme ça, en l'oubliant, en laissant dans les oubliettes, et jusqu'à ce que le Congolais se réveille avec cette histoire de présidence et de glissement. Effectivement, comme vous l'avez dit, pour reprendre un peu la parole à Martin Sali, ce glissement est déjà mis. Allez-y, prenez la parole, parce que les femmes récupèrent maintenant les paroles par rapport aux hommes, ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est naturel, ça a toujours été ainsi. Donc pour être plus pragmatique, le glissement est déjà mis en place tout simplement parce que, comme vous venez de le dire si bien, au niveau du Sénat, les deux chambres qui dirigent le Congo, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat, nous avons des illégitimités au niveau des postes. Le président du Sénat est actuellement en toute illégitimité. Or, nous savons que l'article 73 qu'a dit Martin Sali, c'est l'article qui permet justement à ce Sénat de prendre
le pouvoir en cas d'absence ou de décès ou de démission de la présidence. Donc on est en train de mettre dans un cafouillage politique et démocratique complètement, complètement sans sens, voilà, indescriptible. Et c'est vrai que les Congolais, et ça j'ai tendance moi à mettre un peu une condamnation ferme sur l'opposition au pays, c'est-à-dire les députés. J'allais en venir par rapport à les députés de l'opposition qui sont sur le terrain, qui savaient, puisqu'ils sont là, qui pratiquent la Constitution nuit et jour, qu'ils savaient exactement que ne s'attardant pas sur ces points qui étaient culminants, ils laissaient le champ tout justement à ce glissement qui est déjà mis en place. Alors, on parle d'opposition. L'opposition, je vois, l'opposition, ça arrange aussi certains membres de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont en train de marcher avec leur lampe torche sur le chemin, en allant vers le chemin de Kingakati. Et là, avec leur lampe torche, pour pouvoir, bien entendu, récupérer un peu quelques postes. Mais dit-on, les gens pensent qu'il y aura la transition. Oui, mais messieurs les journalistes, je ne peux pas laisser passer ce qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport à l'article 64 qui est très important. Mais avant tout, il y a aussi l'article 63 de la Constitution qui dit « Tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'ensemble du territoire ». Mais l'article 64 nous donne pouvoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce par violation. Et qui est en train d'exercer par violation, c'est la Kabylie. Parce qu'on a vu en 2015, c'était au mois de janvier, il y a eu les premiers soulèvements, les 19, le 20 et les 21 janvier 2015, et il y a eu tentative de glissement, c'était la modification de l'article 220. Mais le peuple se sont soulevés. Ils sont soulevés par rapport à l'article 8 de la loi électorale. Voilà, je vous contredis un tout petit peu. Et les peuples étaient soulevés par rapport à ça. Et vous avez vu la suite, il y a eu les massacres, il y a eu les charniers des Maluku. Par rapport à ça, on est passé au tribunal ici à Paris. Mais aujourd'hui, je peux dire, les opposants, ils sont en train de travailler. Il ne faut pas nier, mais sauf que le bateau est en train de couler. Le bateau de la Kabylie coule. Et maintenant, toute la bande des Kabylie, ils cherchent le bouée de sauvetage pour aller de gauche à droite. Ils ont créé un pays de gauche à droite, le dynamique d'opposition, les Fronts citoyens, mais le G7. Mais on se pose des questions. Où étaient-ils toutes ces personnes bien avant? Pourquoi ils n'ont pas contrecalé Kabila bien avant? Ils les font maintenant. Et maintenant, pour chercher les secours, ils viennent dans la diaspora, ils vont par-ci, par-là, ils vont se rallier avec les autres partis politiques, le MLC, les SID, pour dire, tiens, on est là avec les vrais opposants. Avec aussi certains opposants de la diaspora. Mais oui, mais bien sûr, il y a les traîtrismes, c'est qu'on appelle les ventripotents. Parce qu'il y en a pas mal qu'on essaye de corrompre, qu'on essaye d'acheter. Moi, ou nous, personnellement, chez RCK, nous sommes contre les G7, nous sommes contre les Fronts citoyens, nous sommes contre les dynamiques d'opposition, même les Vital Kamerhe, les Moïse Katumbi. Ça, on n'en veut pas. Aujourd'hui, nous voulons voir un fils digne ou une fille digne du pays, qui doit être à la tête du pays pour diriger. C'est pour ça, moi, j'avais dit, moi, Martin Sali, je suis mieux placé pour diriger la République démocratique du Congo que de voir Kabila, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe ou Rouberois. Mais s'il y a un autre fils du pays, pourquoi pas les soutenir? Une reculade par rapport à cela. Il a fait marche en arrière? Non, je ne pense pas que ce soit une marche en arrière. Au contraire, on part de l'avant. On ne fait jamais marche arrière si ce n'est pour mieux sauter. Donc je pense que les Congolais doivent comprendre le message, il est clair. Il a beaucoup, effectivement, de nuances selon la compréhension de chacun. Mais il y a eu le tollé par rapport à cette histoire de la candidature de Martin Sali aux élections présidentielles. Les gens ont mal compris, tout simplement, parce que la candidature d'un Congolais n'est pas forcément aux élections, puisque je le répète et je le redis, il n'y aura pas d'élection. Ou s'il y a élection, ce ne sera pas une élection démocratique. Donc, on ne peut pas s'inscrire dans ces élections-là. Mais après le départ de cette occupation, après avoir chassé cette occupation, il faudra faire des élections pour s'inscrire dans le processus démocratique. Et c'est dans ce processus démocratique-là que nous, et le président Martin Sali, nous inscrivons pour être candidat. Alors très bien, mais la candidature, là, on verra quand les choses vont, l'horizon va s'éclaircir un tout petit peu. Mais dites-moi, au niveau de la femme, on voit, il y a une certaine une absence. Or, il y a eu là, quelques semaines, la journée mondiale de la femme.
Et quand on voit la femme est à la traîne, il n'y a pas cette parité. Moi, j'aime pas ce terme de parité parce que la femme a toujours dirigé l'Afrique. La preuve que vous êtes présidente de ce collectif qui fonctionne très très bien. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Votre charme? J'ai mis mon cœur. Pas le charme. Le charme vient, c'est un complément. Mais j'ai mis d'abord mon cœur, mon amour pour cette Afrique qui est mienne, qui est vôtre. Et je pense que c'est ainsi qu'on pourra reconsolider nos liens, la solidarité, l'unité. Pourquoi la femme? La femme n'est pas à la traîne. La femme, elle se bat tous les jours. Je rencontre tous les jours des militantes, aussi bien congolaises, africaines, qu'européennes, qu'afghanistan, que tchétchènes. Ces femmes, elles sont toujours sur le terrain. Elles œuvrent pour que la liberté, la souveraineté, la fraternité, pour que l'amour, même l'humanité en elle-même, reprenne naissance. Et la femme est toujours là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous le savons, dans le clivage politique, on a tendance à vouloir étouffer tout justement cette femme qui, pour certains, pensent qu'elles prennent trop la parole. Non, nous ne prenons pas trop la parole, nous ne prenons pas assez la parole. Puisque tout le mal qu'il y a aujourd'hui en Afrique, ce manque d'humanisme qu'il y a en Afrique, ne peut être décrié que par une femme. Car nous sommes porteuses de cette humanité. Et c'est dans ce sens-là que le 8 mars, nous étions là. Le 9 mars, nous avons été d'ailleurs à la mairie de Paris où Dr Mukwege était là, qui est un des réparateurs, un des gynécologues qui répare les femmes victimes des viols utilisés comme armes de guerre en République démocratique du Congo. Car vous n'êtes pas sans le savoir, M. Bongos, que nous avons le plus grand cas et le cas le plus spécifique des viols en République démocratique du Congo, car ce terme même de viol est trop gentil pour ce qui se passe réellement sur les femmes congolaises. Et à ce titre, j'admire toutes les femmes qui le dévoilent, qui en parlent, qui le décrient, même les victimes qu'on accuse de devenir laxistes parce qu'elles en parlent. Non, il faut en parler tout justement, et c'est la voix de la femme qui peut le porter. Alors, Mukwege part en RDC, on lui refuse de faire une conférence de presse. Pourquoi? Parce que certains locaux disent que voilà, on utilise Mukwege pour torpiller le régime en place. Il y a une liste qui devait être publiée de 200 et quelques noms qui sont responsables des exactions en RDC. À la tête, c'est Kabila. Est-ce que vous êtes au courant de cette liste? Nous sommes au courant de cette liste, et c'est pas Kabila qui la bloque, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui bloque cette liste. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a la liste de tous les criminels. Donc ne disons pas que c'est Kabila qui bloque. Kabila n'a pas le pouvoir de bloquer cette liste, puisque le rapport de mapping est très clair. Il n'a pas été édité par Kabila. C'est le deuxième volet de ces rapports mapping qui fait problème aujourd'hui. Si vous voulez, l'ONU veut étouffer en fait ces rapports pour protéger Kabila, mais comment on va faire pour pouvoir... Il y a une pétition. Vous avez signé cette pétition? Nous avons signé cette pétition, tout à fait, et l'ONU ne le fait pas seulement pour protéger Kabila, mais pour protéger leurs intérêts, les multinationales. C'est là où le bas blesse, justement. C'est là où le nœud du problème est là. L'ONU, que ce soit Kabila, que ce soit tout un autre, n'est pas leur problème. Mais entre-temps, qui souffre derrière? Qui est meurtri? Quel est le pays qui n'a plus de territoire? Quel est le pays qui n'a plus de richesse? C'est la RDC. Quels sont les pays où les femmes sont les plus maltraitées? C'est la RDC. Et on va où? Jusqu'où allons-nous comme ça? Alors, l'histoire, il y a la pétition, l'histoire de cette liste et l'histoire d'interdiction à Mukwege de faire sa conférence. Oui. Mais l'interdiction des Mukwege, mais qui fait ça? Si l'ONU, ils ne sont pas là pour sécuriser, parce que les rôles de la MONUSCO en RDC, ils font quoi exactement? Il y a plus de 20 000 casques bleus en RDC. Et il y a des milliards de dollars qui sortent pour leur paiement. Mais c'est l'argent jeté en l'air. 1,5 milliard par an. Mais c'est parce que... Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là. Oui, mais les peuples congolais par 15 ans, sont meurtris et les femmes sont toujours violées. Et avec la complicité de la MONUSCO. Parce que nous, on s'est dit, la MONUSCO, ils sont là, au contraire, pour piller, pour contrôler, pour favoriser le multinational. Ça, on ne compte même pas. Aujourd'hui, on ne peut pas priver au docteur Mukwege de la liberté d'expression. Il a droit de dénoncer. Peut-être il y a longtemps, il n'avait pas ce courage. Mais maintenant, pourquoi? Parce que tous ces systèmes-là, quand il vient ici, on lui donne les prix Nobel, on lui donne pas mal de prix. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Oui, ça, on n'a pas besoin des prix. Nous, c'est que nous demandons que les viols puissent stopper en RDC. C'est ce qu'on a besoin. Même
à Kinshasa, s'ils ne veulent pas, qu'ils puissent faire des conférences. Mais là, il avait vu quand même quelques représentants des opposants politiques. Il a essayé de faire une mini-conférence avec les opposants politiques à Kinshasa. Mais il est reparti là-bas. Il est en danger. Tout le temps, sa vie est en danger. Quelqu'un qui dénonce les mal qui se passe en RDC, quelqu'un qui dénonce les pillages systématiques, parce qu'il ne faut pas oublier, les docteurs Mukwege, ils peuvent réparer les femmes jour et nuit, mais il faut chercher la source des problèmes. Et la source des problèmes, c'est quoi? C'est les guerres, c'est les massacres. Quand les multinationales ils débarquent dans des terrains en RDC, ils sont là pour exploiter. Et pour exploiter, ils doivent payer le chef des rebelles qui sont tout autour. Et les chefs des rebelles, ils vont exterminer la population. Ils vont violer de façon que les gens puissent se dégager dans les terrains et ils viendront pour s'imposer. C'est pour ça que nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies d'essayer d'être juste envers eux-mêmes. Aujourd'hui, le monde entier y voit 3 millions de viols, c'est trop. Quel pays on peut dire? Aujourd'hui, je peux dire, la population rwandaise, il y a combien de millions de la population rwandaise? Mais aujourd'hui, 11 millions. Mais nous, en RDC, nous avons plus de 12 millions de morts. 12 millions de morts, c'est trop. C'est toute la population de la République du Rwanda. Mais c'est grave. Aujourd'hui, que font les conseils des Nations Unies? Il y a le jet fermé, toutes les caméras du monde entier sont éteintes par rapport à la situation qui se passe en RDC. Et qui doivent se battre par rapport à ça? Il y a moi, il y a les peuples congolais et les peuples africains. Parce que quand ça touche la République démocratique du Congo, ça touche aussi toute l'Afrique. C'est les cas, on est en train de se battre pour essayer de voir toutes ces situations. Alors, l'Afrique, je regarde notre voisin, le plus proche, à 7 km à peu près, vol d'oiseau, 7 minutes à vol d'oiseau, pardon, c'est l'autre côté, et ça fait 7 km 30, 7 km 300 pour aller de l'autre côté, à peu près, bon, on a, quand on a... Le fleuve, c'est 2 km, là. Non, c'est pour traverser 7 km, c'est 2 km pour traverser, en fait, c'est 7 km. De capitale à capitale. Oui, c'est 7 km 300. J'ai les chiffres, hein. J'ai les chiffres. Mais dites-moi, vous avez créé des petits autour de vous. À l'Assemblée nationale, je suis allé couvrir un événement où il y avait l'opposition congolaise de Brazzaville. J'ai vu une dame qui s'appelle Gertrude, qui parlait avec véhémence, avec une force extraordinaire. Dis-moi, vous avez créé des enfants autour de vous. On a créé le faux. Il le faut pour la souveraineté de l'Afrique. Il faut que dans chacun des pays africains, il faut qu'on ait des militants, des activistes, des femmes et des hommes engagés pour défendre cette icône qui est la souveraineté. Gertrude Malalou, qui est effectivement une des chargées aussi de stratégie politique au sein du collectif La Souveraineté Panafricaine, est une femme très courageuse, une femme déterminée qui se bat depuis longtemps au niveau du Congo-Brazzaville pour chasser Sassou, pour chasser ce système qui appauvrit cette population. C'est désolant de le dire et de le répéter tout le temps, mais c'est la réalité. La population africaine est la population la plus délaissée, la population la plus meurtrie, la plus affamée du monde. Dimanche, les élections au Congo-Brazzaville, avec vous, qu'est-ce que vous avez comme image par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y aura? Des bonnes élections? Mais nous les savons tous, avant la COP 21 qui s'est passée ici en France, à Paris, Sassou, il a passé les référendums. Ils ont proposé maintenant 3 mandats jusqu'en 2031. Donc il a droit de se présenter. Donc ils ont modifié la constitution. Donc il a droit. Donc c'est sa constitution à lui. C'est pas la constitution congolaise. C'est que les Congolais demandent parce qu'il s'est imposé et il a modifié la constitution à son propre gré. Aujourd'hui, il y a les opposants, il y a Jean-Michel Moukoko, il y a Kolela, il y en a pas mal. Ils vont aller aux élections. Nous, personnellement, en tant qu'Africains, nous avons dit à l'époque, on ne doit pas aller aux élections avec un dictateur parce que nous savons tous Sassou, il va triquer les élections. Et comme il va tricher les élections, nous demandons une seule chose, sans avoir honte. Je regarde le peuple congolais, les peuples africains qui sont sur place à Brazzaville, à Poto-Poto, à Maya-Maya. Si Sassou essaye... Il y a Pointe-Noire. Si Sassou, il essaye de tricher les élections, nous demandons la désobéissance civile. La désobéissance civile qui est les soulèvements populaires. Il faut les chasser absolument. Parce qu'aujourd'hui, Sassou, normalement, il sait bien son mandat était fini. Pourquoi il a
Il a avancé les élections, normalement, ça devait être au mois d'août. Là, il a avancé les élections au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il a eu un coup de pouce. Oui, il a eu un coup de pouce de François Hollande quand nous sommes un peu déçus. Quand François Hollande, quand François Hollande, dans son discours, il a dit « M. Sassou Nguesso a droit de consulter son peuple ». Alors que la loi constitutionnelle du Congo-Brazzaville dit que les mandats de Sassou Nguesso, c'est deux fois renouvelables une seule fois. Mais comme il a dit ça, Sassou s'est permis maintenant de modifier la Constitution par rapport à ça. Et là, il est passé aux élections. Ce que nous demandons à tous, aux Occidentaux, nous sommes là, nous voulons bien travailler avec eux. Mais il faut qu'ils comprennent aussi la souffrance que perdure le peuple africain. Nous devons élire démocratiquement nos chefs d'État. Le chef d'État africain, on ne doit pas nous imposer tel président ou tel président. Parce qu'ici, en Europe, ou à l'Union européenne, ils sont là, on n'impose pas le président aux Français, ni aux Belges, ni aux Allemands. Il y a des élections libres. Au Belge, il y a un royaume, ce sera difficile de l'imposer. Là, il y a un autre contexte. Comme en Angleterre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on reste sur la désobéissance civile. Vous parlez tout à l'heure, Madame Diafoutoua, vous parlez de l'article 64 de la Constitution qui constitue, bien entendu, un article clé pour demander à un peuple de se soulever. Alors, comment vous allez faire avec cet article, vous, le Congolais de la RDC? Alors, pour cet article 64, comment nous allons faire? Non, nous avons déjà commencé. Quand le mouvement des combattants a pris éveil en 2010 ici dans la diaspora, c'était pour sensibiliser cette population. Pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Le précurseur, comme je disais tout à l'heure, avant le président Jean-Marc Kassé. Oui, c'est précurseur. C'est le père du soulèvement populaire. Je me souviens bien le jour même qu'il a commencé avec ses discours de parler de soulèvement populaire et les gens ne voulaient pas suivre son discours. Mais quand j'entends maintenant les opposants de la RDC disent que le soulèvement populaire est là, nous voulons le soulèvement. Alors, pour vous, vous allez continuer après, vous allez percuter après. Oui, moi je pense, les RCK ou moi, Martin Sali, nous sommes derrière les peuples. Nous, notre combat, ce n'est pas pour avoir les pouvoirs. On sait bien, après Kabila, nous serons dans les affaires. Nous allons diriger les Congos. Mais là, actuellement, nous sommes avec le peuple. La majorité des opposants, ils sont là, assoiffés du pouvoir pour avoir les pouvoirs. Ouais, les soulèvements, ils ne veulent pas des fois les élections. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent rester là, s'éterniser au pouvoir. Ce sont les mêmes têtes qu'on voit. Pendant des années, ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, pourquoi nous demandons la différence entre la désobéissance civile, l'article 64, ou les dialogues que Kabila avait demandé avant? Parce qu'aujourd'hui, si Kabila reste au pouvoir avec toute sa bande, il y aura la transition et ce sont le même système qui va continuer. Parce que, soyons clairs auprès de peuples qui nous suivent, il y a Kagame, il y a Museveni, ils ne veulent pas lâcher l'affaire parce que leur pion Kabila est là. Et aujourd'hui, nous demandons une seule chose, son départ. Mais s'il persiste, parce que l'économie rwandaise, je dis bien, l'économie rwandaise, ougandaise, burundaise, sud-africaine, vit aux dépens, même angolaise, vit aux dépens de la République démocratique du Congo. Alors, avec toutes les richesses qu'on a, les pétroles, les coltans, l'uranium, on essaye de changer. Les Anglais font une petite étude par rapport à tout ce qui sort de la RDC. 85% de contrebande, 85% de contrebande, ça s'élèverait aux alentours de 500 millions par jour. Alors, sur cette question-là, effectivement... 500 millions de dollars par jour. 500 millions de dollars. C'est énorme. C'est même pas le budget qui est mis en place par le gouvernement pour l'éducation, par exemple. 500 millions par jour. Vous imaginez si les 500 millions par jour pouvaient revenir à l'État, de dollars, oui, de dollars américains, s'ils pouvaient revenir aux caisses de l'État, ce qu'elles pourraient faire au niveau de l'éducation ou au niveau de la santé. Donc c'est pour vous dire que les 85%, comme vous venez de dire, de contrebande, aujourd'hui je ris, mais bon, il faut un jour ou l'autre qu'effectivement les auteurs de ce système fassent à leur mea culpa. La Grande-Bretagne doit faire son mea culpa et c'est pour ça qu'elle diffuse aujourd'hui les 85% de contrebande, mais ils sont parmi ces personnes qui permettent. Quand aujourd'hui, à l'échelle nationale, on impute à Kigali être la première capitale importatrice du coltan, sachant qu'au Rwanda, il n'y a pas de coltan, c'est être complice de ces 85% de contrebande. Pour revenir un peu sur les élections au Congo-Brazzaville,
effectivement, le scénario, ce serait que Sassou, pour l'opposition, Sassou parte au premier tour et qu'au deuxième tour, il y ait Kolela ou Moukoko ou encore Okombi ou encore Mounari qui arrivent en tête de file. Mais ne nous leurrons pas, les Congolais de Brazzaville. On vous l'a suffisamment répété. Il faut se battre jusqu'au bout. Sassou ne lâchera pas le pouvoir, sachez-le. Quels que soient les articles constitutionnels qui peuvent exister ou qu'il peut fabriquer demain, il ne lâchera pas le pouvoir. Maintenant, l'alliance de tous ces représentants, de tous ces candidats de l'opposition, que je cite, que je récite, Okombi, Mounari, Moukoko, Parfait Kolela, tous ces gens-là doivent comprendre une seule chose. Au deuxième tour, vous ne devez faire qu'un. Et ce un, c'est avec le peuple congolais. Pour revenir également en RDC, donc concernant cette constitution qui nous a été si souvent manipulée depuis plusieurs années, depuis 2006, puisqu'elle a été effectivement mise en application en 2006, après mais voilà, après ce référendum qui soi-disant aurait été voté par la population, mais nous savons très bien que les grands électeurs, ce n'est pas la population. Donc par rapport à cette constitution-là, le peuple congolais, l'opposition et le peuple congolais sur place doivent comprendre une seule chose. Il y a plusieurs articles qui figurent dans cette constitution-là, qu'ils sont là pour le bénéfice du peuple. Or, dans les assemblées générales, ou dans les assemblées nationales, pardon, il n'y a pas de débat sur ces articles. Tout Congolais a droit de profiter de la richesse de son pays, ou le Congolais profiter de la richesse de son pays. Alors nous, au niveau de la sensibilisation de notre population, pour l'amener au soulèvement populaire, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays et autour de lui, il y a des personnes qui occultent volontairement les articles fondamentaux à la survie d'un peuple. Alors, pour aller au terme de notre émission, il nous reste 5 minutes. Dites-moi, aujourd'hui, les pasteurs aussi dans la diaspora, avec la messe œcuménique organisée à Kinshasa pour soutenir le dialogue, etc. Et les pasteurs viennent faire n'importe quoi ici. Et aujourd'hui, vous avez décidé de dire non maintenant avec ça. Vous reprenez les bâtons pour beaucoup de oui, mais on a repris les activités. C'est un coup de pouce là pour répondre. Et Ezali Tolobi que Kobanda Lelo. Tolobi Boye. Ba pasteur ou ba kutana ki bango nyonso ezali système ya Kabila pour endormir le peuple ba kende na système 1 ya ba église kokotela ba pasteur ko binda ba bandimi baya ba kokota na niveau ya musique ou pona ko distraire les sous-peuple congolais comme la masanga ko bidna ambiance. Voilà un monde oyo Kabila a kokotisa le pasteur ba faux pasteur yangwana biso tozwa ki décision na kati ya diaspora tozongeli système oyo ndenge tozala ki kala. Cela veut dire quoi? Aucun pasteur oyo akouta na Kinshasa à côté ya lisusu na diaspora te. Aucun musicien oyo akouta lisusu Congo à côté ya awa. Même ba musicien oyo bazalaka bakobeta lisusu te. Et des hommes wana na tangi na zakoya les hommes politiques oyo bazalaki na bazalaka na Kinshasa to oyo bakima bazali awa, ce sont les infiltrés bakima te comme les Francis Kalombo et toujours on a ba Vital Kamerhe bazakoya biso toujours qui décision dans la diaspora na lobby vient dans la diaspora. Maintenant nous sommes en train de traquer réunion ya PPRD ko yilu suko salemate. Il y a les amis de Moïse Katumbi et ko salemate, ba les amis de Kabila et ko salemate, les amis de Vital Kamerhe et ko salemali susute. Mutu nyonso watangami azali ventripotent oyo toyebi kazali kolabo azali traître to akomona biso na nzela na bango tolobaki to ko empêcher eloko wana tina le 19 décembre eloko susu ya bato wana e kosalemate. Voilà. Pona mliloba suka bandeko en tout cas ndenge boyoki président Martin Saleh à lobby PPRD qui que vous soyez kabiliste, katumbiste, camériste, tous ces noms-là, kenguiste, tous ces gens-là, tolingi bino na diaspora te. Bolongola ki biso diaspora droit de vote. Je ne vois pas qu'est-ce que vous venez faire ici au niveau de la diaspora. Ba droit na biso ba congolais na diaspora awa ezalaka inexistant. Nous sommes traités comme tout Africain qui n'a aucune collaboration avec la France. Or toyebi ke na tangwa kala, il y avait des collaborations ndenge to mona na Sénégal, ndenge to mona na Côte d'Ivoire, ndenge to mona na ba pays francophones. Toza ba droit na biso na kati mboko. Mais vous faire respecter quel est votre rôle en tant que ministre à diaspora boya na diaspora tolingi binoté. Tolingi na mboka na biso déjà bolongwa. Boya susko somba awa timbuta ko somba suna kati diaspora azali le susute. Biso tout le kola to télé
totelemi tolobi lumbe mwete zongi na kati ya combat yango tozongeli po to yesa bino ke place na bino ezali awa te sikobozela biso na kati ya mboka po tozo yande kuna. Ce qui est vraiment important, et Moïse Katumbi, moi je te préviens, Nazolobana Moïse Katumbi et Vital Kamerhe, arrêtez Yakoyako Somba Kaba Congolais Nambongo, peuple congolais Bofon la Missou, vous pouvez pas accepter quelqu'un, Oyo Aligny Mboka, ce qui réellement il veut changer, pourquoi il doit acheter les Congolais pour Balandaye? Il y a qu'un amour patriotique, il y a qu'un abolingo Mbongo, qui continue na mat na bini na yo ya Mazembe, yo ozanate pour diriger Congo, Congo boutique la biso ba congolais toyeba ce que nous devons faire. Moïse Katumbi Vital Kamerhe eza la dernière fois ba réunion na bino oyo salema a bomo na biso na nzela na bino to boyiba to na surtout même les G7 hein. On avertit même les G7 les fonds citoyens Géo basali ya kosangisa na fonds citoyens bazui MLC décidé po ba koka ko loba non tozana bango ensemble non bozana biso ensemble été les Tutsilande bo continuer au travail na coin na bino la force pouvoir et occupation bo continuer au travail na coin na bino boye awa pour déstabiliser diaspora. Tous allez quoi avertir nabino batu tous les opposants au boza ko uta na Congo pour na koya ko kosa peuple congolais au bana diaspora bo ko kabiso li souté to kende toujours na lumbe moite jusqu'à la fin to benga na Kabila na pouvoir tout et occupation. Ingeta. Voilà, je ne pouvais pas dire Ingeta. Bon, Ingeta, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est un cri de guerre qui définit que voilà, ainsi soit-il, je crois. Donc ça montre que les Congolais sont décidés d'aller jusqu'au bout de ce que veulent faire de ces Congos, c'est-à-dire de trouver la souveraineté du Si je peux rebondir juste sur la souveraineté africaine, au niveau de notre collectif, comme nous parlons de souveraineté, nous avons plusieurs candidats qui sont au sein de ce collectif. Notamment, nous avons aussi les élections gabonaises qui vont arriver très bientôt. Et nous avons notre candidat Célestin Elaomo, qui est un des chargés justement politiques aussi de ce collectif. Nous avons eu M. François Passema pour les élections de la RCA, de la République centrafricaine. Et nous avons d'autres candidats pour la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Donc ce collectif prépare les hommes, ou du moins accompagne les hommes et les femmes pour aller instaurer cette souveraineté. Ils seront tous invités sur ces plateaux afin de montrer leur savoir-faire et leur programme pour le renouveau de l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.